Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur nos pages Facebook, mais également sur notre page YouTube. Alors nous recevons dans le cadre de cette émission Valérie Rouveran, une proche de Yvan Lachaud, et numéro 2 de la liste de Nîmes en mieux. Sous l'œil attentif de Benjamin Baron, dit Bébé, qui réalise cette émission, accompagné de Michel Monteil, le caricaturiste de l'émission Tête à Tête. Notre invité repartira avec son dessin à la photo et à la communication de cette émission Tête à Tête, France Pellicano. Alors, je voulais vraiment vous remercier, vous tous qui nous êtes fidèles, mais également remercier toute l'équipe. Parce que c'est vrai que je les ai sollicités depuis plus d'un mois, à raison de 2 émissions par semaine. Donc ça fait beaucoup pour tout le monde. Et bientôt, ce sera les vacances. Écoutez, merci encore de votre fidélité. Il est temps pour moi d'aller rejoindre notre invitée Valérie Rouveran. Bonjour. Très heureux de te recevoir. Merci. Avec plaisir. Bonjour Valérie, sois la bienvenue dans l'émission Tête à Tête au W. Merci. Je t'en prie. Seul, je ne peux pas changer les gens, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations. Mère Teresa. Alors bonjour Valérie, et sois la bienvenue dans l'émission Tête à Tête, juste avant le premier tour des élections, qui sont pour dimanche. Oui. N'oubliez pas d'aller voter, c'est important. Alors sois la bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Alors nous parlerons, bien sûr, nous ne parlerons pas des accords avec La République en marche, on en a vraiment beaucoup trop dit. Tout à fait. Tout a été dit. Hein. Alors, par contre, que tires-tu comme conclusion sur l'absence du maire sortant de tout débat? Alors, donc comme toujours, hein, je vais avoir une parole libérée, comme j'ai toujours été. Oui. Je crois que c'est quand même un petit peu perturbant parce que les débats, c'est aussi une confrontation d'idées. C'est pour moi une absence démocratique et je crois que ça va à l'image de cette campagne et de cette fin de mandat. C'est que le maire se place au-dessus et en ne confrontant pas ses idées, en n'apportant pas des explications, c'est effectivement vraiment très très gênant. Voilà, je n'explique pas mon projet, je prends les idées des autres, je confronte, je bouscule, et puis même quelquefois, je peux aussi un petit peu violenter mes partenaires. Et donc du coup, c'est déplorable parce que nous sommes dans un débat démocratique et je crois que tout le monde a le droit de confronter ses idées et même d'affronter des idées pour que les Nîmois puissent se faire voilà, une idée. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore pour qui voter. Et je crois que la confrontation d'idées est toujours très bénéfique. Donc voilà, ne pas aller au-devant et ne pas débattre, pour moi, c'est vraiment très, très gênant. Et à ton avis, c'est uniquement cet abus de pouvoir, à la limite, qu'il a, entre guillemets, ou il y a d'autres raisons? Alors pour moi, c'est un abus de pouvoir et puis c'est aussi, voilà, comment je peux aller jusqu'au bout de mes idées, comment je les porte. Aujourd'hui, on sait bien que c'est l'administration qui gère la ville de Nîmes. Et donc du coup, sur certains sujets, ben, effectivement, voilà, il faut pouvoir porter et puis être dans la capacité aussi de tenir longtemps un débat et de se confronter à ses adversaires. Parfait, nous aurons bien compris. Il y a un écart important dans les sondages entre Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud. Entre-temps, il y a eu les écologistes, Daniel Richard, le Rassemblement national, qui sera très certainement présent au second tour, ça on n'en doute pas. Est-ce que c'est une menace? Et puis cette guerre des chefs ouvre obligatoirement la porte de l'extrême droite. Alors je crois que ça rejoint un peu la première question. Je crois que voilà, nous sommes en démocratie et je crois qu'il doit y avoir une représentation de projets. Et donc la peur du Rassemblement national ne doit pas nous empêcher de porter un projet, de porter une candidature. Parce que sinon on arrêterait tout de suite les élections et du coup on s'en passerait même.
Parce que nous ne voulons pas, bien sûr, vivre dans une ville gérée par le Front National. En tout cas, c'est mon cas et le cas de beaucoup de Nîmois. Donc du coup, on a voilà, des gens qui sont là au pouvoir depuis très longtemps, et de ne pas pouvoir porter un projet, ça voudrait dire de laisser les gens en place de peur d'avoir le Rassemblement national. Je crois que non, ça c'est pas possible, et nous sommes en démocratie, et ce sont les Nîmois qui vont choisir et qui, eux, diront s'ils veulent d'une ville segmentée, d'une ville voilà, porteuse d'autres choses, ou de tourner la page. Mais par contre, je crois qu'il faut que nous puissions être dans un débat démocratique et dans un débat d'idées, dans le respect des uns et des autres. Et pas dans la peur. Et pas dans la peur. C'est ce que nous avons fait, nous avons reçu tous les partis, toutes les têtes de liste, sauf Jean-Paul Fournier, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui pousse encore Valérie Rouveran à s'investir encore? Est-ce la soif du pouvoir? Alors, je crois qu'on ne caractérise pas par la soif du pouvoir. Quel est le pouvoir quand nous sommes élus pour une commune? Je crois que c'est peut-être la possibilité, je dis bien plutôt que le mot pouvoir, de changer les choses. Si le pouvoir m'avait animée, je crois que je serais restée à la ville. Je n'aurais pas laissé ma délégation, et du coup j'ai rendu par loyauté, comme tout mon groupe, ma délégation. Et ce qui me semble important, c'est de pouvoir changer les choses. Au quotidien, quand on s'investit, il faut avoir des convictions. Et les convictions, c'est de pouvoir changer, c'est de pouvoir écouter, c'est de pouvoir avoir de l'audace. Et ce n'est pas qu'un mandat. Et je crois que ce qui m'anime, c'est cet engagement et cette volonté de pouvoir changer les choses. Je vois trop de choses, voilà, je l'ai vu dans le temps de ma délégation à l'éducation, et aujourd'hui à la rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires. Je crois qu'effectivement, quand nous sommes élus, on peut avoir de l'audace et faire plus encore que la délégation qui est entre guillemets donnée. C'est un avantage pour toi d'avoir été élu de nombreuses années, parce que l'expérience est une chose importante quand même. Oui, je crois que j'ai grandi aussi, hein. J'étais déjà très engagée dans la société civile. Je suis enseignante, j'ai régulièrement une classe d'étudiants, et puis j'étais engagée déjà sur la ville. Mais là, j'ai passé un cap, et d'ailleurs, là où on m'a demandé au début de mon mandat ce qu'était voilà, ma mission et quel était l'engagement. Je crois que l'engagement, en tout cas en politique, et l'engagement pour sa ville, c'est effectivement porter une mission. Et j'ai appris et j'ai rencontré des gens extraordinaires, je le dis. J'ai vu des enseignants qui portaient et qui, entre guillemets, sauvaient la vie des enfants, parce que par l'enseignement et par le savoir, donner la chance à des enfants de pouvoir réussir. J'ai vu des élèves qui n'avaient pas les mêmes chances de réussir en fonction des quartiers dans lesquels ils étaient. J'ai vu des jeunes qui avaient besoin qu'on puisse les écouter et qu'on puisse donner aussi des chances, et comment le politique pouvait faire changer les choses. Et puis la rénovation urbaine, où là j'ai appris beaucoup de choses. Je passe mon temps dans les quartiers, et j'ai pris la mesure de notre ville, entre une ville et un centre-ville avec du pouvoir d'achat, avec des gens qui ont la possibilité et qui ont un pouvoir d'achat et un niveau de vie qui leur permet de vivre décemment. Et j'ai vu des quartiers qui étaient complètement en rupture avec la vie nîmoise. Et du coup, cette expérience m'a grandi et me permet d'apporter des idées, et aussi d'aller au-delà de ce qui est déjà prévu. Bien, alors être une femme en politique, est-ce un handicap ou pas? Alors, de façon simple,
je n'ai pas, effectivement, je ne me sens pas en infériorité, je me sens l'égale de l'homme, donc du coup, ça ne s'est pas posé pour moi. J'ai fait beaucoup de réunions avec beaucoup d'hommes et de temps en temps, je fais la réflexion en me disant, bah tiens, je suis la seule femme. Après, il y a ce que vous émanez et ce que vous portez. Si vous respectez les autres vous respectent. Mais j'ai vu quand même, bien évidemment, au début, des petites réflexions qui m'ont fait sourire, pour lesquelles je n'ai pas pris vraiment attention, ou j'ai pas laissé passer des choses quand on me dit, alors ma petite, je suis la petite de personne, et donc du coup, je Et porte... autre chose, et tu n'es pas une pleurnicheuse. Et non, je suis pas une pleurnicheuse, et là j'en viens. Et puis il y a le temps de la campagne. Alors le temps de la campagne, les gens se révèlent. Et donc, la violence est omniprésente dans la campagne. Alors, pas pour tous les candidats, et je tiens à le souligner parce que, voilà, il y a des gens que nous côtoyons hein, sur les marchés, dans nos groupes de travail, au centre-ville, dans les quartiers. Je suis encore élue jusqu'à dimanche et donc du coup, je suis à des manifestations et je représente Yvan Lachaud où je suis aussi dans ma délégation. Et là, la violence est malgré tout pour certains omniprésente. Et là, cette violence, elle devient aussi sexiste, obligatoirement. Et donc, du coup, on ne peut que s'insurger et on ne peut que défendre parce que c'est non seulement mon positionnement, mais c'est le positionnement de toutes les femmes. Alors effectivement, au dernier conseil municipal, finir son conseil municipal, voilà, j'ai œuvré pour la ville pendant 3 ans et demi. Je crois que j'y ai porté des dossiers qui avaient quand même, qui ont été voilà importants sur l'éducation, sur l'alimentation. Le maire m'a demandé de revenir. Voilà, j'ai eu beaucoup de respect pour les uns et pour les autres. Voilà, que le fait qu'on puisse dans une enceinte municipale, sur le fronton, il y a écrit quand même égalité, liberté, fraternité. Le mot fraternité n'était pas, en tout cas, au rendez-vous ce samedi matin. Et donc, voilà, pleurnicheuse parce que je prenais la parole pour dire que voilà, ce n'était pas tolérable. Sur notre bande, nous avons fait la promotion de cette émission. Je m'étais permis de le mentionner. Non, elle n'est pas pleurnicheuse. Non, voilà. Hein. Alors, au fait, toi, Valérie, tu aurais pu, dans ce monde d'hommes, partir à la conquête de la mairie de Nîmes. Non? Ça te tente pas? Alors, je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous allez me dire, ou tu vas me dire, non mais c'est pas possible, en politique on calcule tout. Je n'ai pas calculé d'être j'étais société civile, je n'ai pas imaginé être un jour adjointe au maire à l'éducation. Je n'ai pas imaginé être, voilà, perdre ma délégation, être à la rénovation urbaine. Je n'ai pas imaginé être future première adjointe si nous sommes élus. Voilà, les choses se sont faites et s'ouvrent sur mon chemin. Je suis avec Yvan Lachaud en qui je mets toute ma confiance et je puise moi aussi mon énergie. Et si je grandis, c'est aussi grâce à lui. Ce binôme que nous formons est juste extraordinaire et je crois sincèrement qu'il sera, pour les nuits de moins, un très bon maire. Donc voilà, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas parce que je suis une femme qu'il faut que je sois en place. C'est un temps pour tout, des compétences qui sont là, et je crois sincèrement, et je le vis avec conviction parce que je suis pas là par hasard. Nous le savons bien. Que Yvan Lachaud sera un Dis donc, alors tu es plutôt David Tébib ou Daniel Richard? Alors, je vais vous dire, je suis Yvan Lachaud, mais j'ai envie de le dire. Alors, que vous dire, j'ai côtoyé David Tébib, Oui. voilà, qui était un marcheur et qui a sur sa liste beaucoup de marcheurs. Nous avons une façon, effectivement, de travailler un peu de la même façon et de voir les choses de la même façon. L'histoire a voulu que, effectivement, on lui a tendu la main, mais il n'a pas souhaité, et donc du coup, il va jusqu'au bout lui aussi de son cheminement, et je le respecte pour ça, et nous avons de très bons rapports.
Daniel Richard, je ne le connaissais pas avant la campagne. Je l'ai croisé quelques fois. Nous avons parlé avec beaucoup de sympathie. Voilà, l'écologie est quelque chose qui, voilà, ça nous impacte tous et nous sommes tous porteurs d'écologie. Donc voilà, le temps de la discussion a été vraiment très agréable. Et je veux souligner combien dans cette campagne, il est agréable de pouvoir échanger et de pouvoir débattre, même pendant le temps de la campagne, sans qu'il y ait d'animosité et sans qu'il y ait de violence. Donc, Parfait. voilà. Alors la campagne est dure sur les réseaux sociaux, on a pu s'en rendre compte, elle est très violente même. Hein. Et en même temps, vous y êtes très présent, par exemple avec ce rendez-vous régulier qu'anime Olivier Jalaguier. Alors, à ce sujet, ça a été sûrement un coup dur pour lui, ça a été un coup dur pour lui, mais ça a été un coup dur pour vous aussi, parce que vous comptiez sur lui. Alors, est-ce que c'est un réel vice de forme qu'il a eu, ou bien un petit coup politique? Alors déjà, tu me poses plusieurs questions. Oui. D'abord, sur les réseaux sociaux, on sait bien que aujourd'hui les réseaux sociaux sont un élément, voilà, c'est un élément facilitateur de communication. Et donc, s'il est bien mené, sans violence aucune, il peut être, voilà, il y a des gens qui ne lisent pas la presse et qui sont énormément sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ces vidéos que nous avons faites et c'est voilà ces petites où nous avons témoigné, où nous avons porté notre projet, et puis le fait que les gens puissent nous poser des questions a été vraiment très positif. Celui qui est aussi à la manette de tout ça, c'est Olivier Jalaguier, et ça, ce travail de communication, on le sait, Olivier Jalaguier est un très bon communicant. De deux, il y a aussi des faux profils et toute cette violence. Derrière un écran, on peut dire tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, il peut ne pas y avoir de débat démocratique et beaucoup de violence. Et ça, c'est déplorable. Après, chacun est porteur de ce qu'il veut dire. Moi, j'ai pendant longtemps jamais participé à tous ces débats, mais quelquefois, là, en campagne, j'ai pu effectivement remettre les choses dans le contexte, essayer d'apporter des éléments. Et à un moment donné, quand vous avez un faux profil, vous savez que c'est pour nuire. Pour revenir à Olivier Jalaguier, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé sur un projet avec une grande qualité sur ce projet, et ce sont des projets qui se sont retrouvés, et donc du coup on a appris à se connaître, et on était dans une très très belle dynamique. On a eu un temps un frein, un énorme coup de frein, même je dirais qui nous a arrêté un petit peu. Mais heureusement, comme notre projet est avant tout au-dessus des zones, on s'est bien sûr, on a beaucoup discuté, et donc ça a impacté Olivier, ça nous a impacté, ça nous a pas désolidarisé, et donc on a essayé de réagir le mieux possible. Ce sentiment d'injustice, je crois qu'Olivier l'a vécu lui déjà pour lui. Nous l'avons vécu. Il y a effectivement des gens qui sont sur des listes, qui sont là depuis très longtemps, qui sont interpellés par la justice et qui, malgré tout, continuent à être là et même sont déjà presque en poste avant même qu'il y ait l'élection. Parle-nous de quelle personne je crois que c'est clair et net, Franck Proust. Oui. Encore dans la presse, on a vu des choses. Alors, moi, je ne suis pas là pour juger les choses, mais je suis quand même interpellée que déjà les postes soient attribués avec un contexte particulier. Olivier Jalaguier n'a pas de problème avec la justice. Il y a une interprétation des textes. Maintenant, c'est le préfet qui a acté. C'est compliqué. Il aurait pu aller au tribunal administratif. Voilà, le tribunal aurait pu lui donner raison. On aurait dit, ah ben voilà, c'est Magouille et compagnie. On a préféré continuer et ne pas s'arrêter. Olivier est avec nous. Vous le voyez encore tous les soirs. Il y a les colistiers et puis il y a aussi l'équipe. Et il est dans l'équipe et bien évidemment, le projet reste ce qu'il est. Et donc du coup, il y a encore, il y a des gens de magnanime et Olivier est omniprésent et même plus que omniprésent. Il est dans l'équipe
et nous sommes heureux qu'il soit là. Bien, allez, nous allons parler un petit peu de vos projets, hein, c'est important. Alors, Nîmes, par exemple, n'a pas suffisamment de pistes cyclables. Qu'est-ce qui est prévu sur la liste Alors voilà, on a 40 kilomètres de pistes cyclables. Alors il faut savoir que cet axe comme un autre a été travaillé. Vous savez, notre programme, et notre projet, on l'a porté avec des Nîmois. Et donc, ce sont des Nîmois on a écouté aussi tous les besoins et la parole, en tout cas, des cyclistes, et qui nous ont donné leurs souhaits. Et on a vu avec la gestion, et vous savez que Yvan Lachaud est un très bon gestionnaire, et donc ce qui était possible et pas possible. Donc pour nous, 40 km de pistes cyclables, et aujourd'hui, cette mobilité douce doit être complètement, dans ces prochaines années, nous devons circuler différemment, pouvoir circuler en toute sécurité, et puis mettre le vélo effectivement en premier lieu, et des navettes aussi électriques, et pouvoir avoir un Vélib, hein, qu'on puisse récupérer un endroit comme à Paris et le laisser à un autre endroit. Très bien. Par contre, bon nombre de listes ne parlent pas de la place des handicapés, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour les handicapés quand même. Ne serait-ce que le transport, ça s'améliore un petit peu, mais les trottoirs, il n'y a pas de place. Enfin bref. Est-ce qu'il est prévu quelque chose à ce sujet-là? Oui. Parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Alors hier, encore, nous étions avec un collectif d'associations porteurs de handicap, et donc nous avons présenté notre programme. Alors déjà, pour nous, il y a effectivement il y a la loi. Après, comment vous portez cette loi? Jusqu'où vous allez et quel sens vous donnez à la loi? Donc la loi permet, vous le savez, c'est Yvan Lachaud qui, pendant son mandat de député, a permis que des élèves puissent être en situation inclusive dans le scolaire, et dans la formation et dans l'insertion. Maintenant, il faut aller au-delà. Pour nous, nous souhaitons, dans le cadre du CCAS, avoir une maison de rencontre, et une maison de lieu de vie et d'information pour les porteurs de handicap. On sait bien que la compétence, c'est le département qui l'a. Mais je crois que toute compétence peut être, et toute notion et délégation peut être transversale. Et donc l'information, le fait que l'on puisse accueillir des gens qui sont en difficulté, pour l'avoir vécu, moi j'ai une voisine qui a une enfant qui avait fini son cursus scolaire, et qui du coup était complètement dans le désarroi, parce qu'elle ne savait pas comment pouvoir l'accompagner pour l'après-scolaire. Ben, effectivement, on doit avoir un lieu d'information et d'accueil. Qui mieux qu'un colistier, qui est notre colistier, Laurent Violette, est porteur de handicap, va gérer effectivement cette délégation, et va aller au-delà de ce que peut porter la compétence de la ville. Alors il y a la conformité, mais il y a aussi, vous l'avez dit, tout ce qui est l'aménagement, tout ce qui est la formation, et tout ce qui est aussi l'accompagnement des aidants. Voilà. Si la ville s'empare de cette délégation, elle pourra travailler complètement de façon transversale. Ça va au-delà de la conformité des bâtiments. Parfait. Qu'est-ce qui fonctionne bien, et quels sont les projets ainsi que les objectifs pour l'école de demain? Parce qu'on sait que les enjeux sont importants, sachant qu'il y a environ 13 000 enfants scolarisés à Nîmes. Alors quels sont... Parce que là, c'est important d'en parler de tout cela. Et c'est 13 000 enfants, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, la commune a une compétence d'école, et donc elle peut aussi, c'est un peu pareil comme le handicap, porter sa compétence juste et du coup s'arrêter au bâtiment. Je crois que la commune peut complètement s'impliquer dans la réussite éducative. Donc il y a les bâtiments,
Mais il y a aussi le temps scolaire et le temps social. Alors pour les bâtiments, on le sait bien, la rénovation des écoles, le fait qu'il puisse y avoir... Alors moi, je m'étais énormément impliquée sur le bien-être à l'école. Donc du coup, le bien-être veut dire les bâtiments, veut dire les locaux. Hein, on sait bien qu'on a des écoles qui ont besoin d'être rénovées, mais 83 écoles, c'est compliqué de rénover toutes les écoles. Il y a le temps social, et là je vais y revenir. Sur le bien-être, il y a le mobilier, mais il y a aussi la restauration. Vous savez que je me suis énormément impliquée dans la restauration. J'ai pu le faire parce que quand je suis arrivée, il y avait un changement de délégataire de service public, et donc j'ai porté avec Un Plus Bio, l'association Un Plus Bio et la Chambre d'agriculture, un portage politique, parce que je pense que ce qui est dans notre assiette est un acte politique. Et ça doit aller au-delà d'une délégation scolaire. Elle doit se porter de la petite enfance jusqu'aux EHPAD, et donc du coup, elle doit être transversale, et elle peut se porter aussi avec le département et la région. Donc il y a la réussite éducative et il y a le temps de l'école. L'école, vous savez que j'ai porté ce projet de Jean d'Ormesson, ce pôle éducatif, penser une école différente, penser une école ouverte sur le quartier et travailler sur la parentalité. Nous avons travaillé avec 2 sociologues, avec des parents d'élèves qui ont co-construit cette école. On le sait bien que pour réussir, il faut que les parents soient et accompagne les enfants. Quelquefois, Ce qui n'est pas trop le cas quand même, parce que les enfants sont laissés à l'abandon un petit peu. Hein. Alors je crois que il y a des parents qui des enfants ont la chance d'avoir leurs parents qui sont là et qui ont l'instruction pour pouvoir le faire. D'autres qui ont pas forcément l'instruction, mais qui ont la volonté. La volonté, c'est juste l'essentiel. Et puis quelquefois, il y a des problèmes de vie, il y a des problèmes sociaux, il y a une accumulation de difficultés, des familles aussi nombreuses ou des parents isolés qui font que on peut être dépassé par les événements. Et donc ce travail de parentalité est essentiel, cet accompagnement de parentalité. Et donc du coup ce travail doit être fait avec des acteurs sociaux qui sont les associations qui font un travail extraordinaire. Et on le sait bien, nous avons un outil extraordinaire qui est la cité éducative. Comment depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion, on peut accompagner l'enfant. Et cet accompagnement doit se faire avec, bien évidemment, l'inspection académique, l'éducation nationale, mais aussi avec les parents, avec les associations et avec les collectivités. Je crois que la commune ne doit pas s'arrêter à l'école. Il faut qu'elle puisse travailler avec le département et qu'elle puisse travailler avec la région. Parce que notre commune, être adjoint au maire à l'éducation, c'est aussi avoir un lien avec le collège et le lycée. Avec Nathalie Nury, nous avons fait un pari extraordinaire. C'est-à-dire que sur ce projet de pôle éducatif, nous avons travaillé complètement en parallèle, elle au département et moi à la ville. Et donc, nous avons porté un projet éducatif pour que l'enfant puisse trouver un pôle peut-être d'excellence qui commence de l'école et qui se continue au collège. Et ça, cette notion d'école ouverte, de temps social est indispensable. Je suis très longue sur l'éducation, mais il y a autre chose. Il y a aussi qu'est-ce qu'on porte aussi sur notre commune, sur l'insertion. On a des jeunes. C'est bien, elle répond avant mes questions. Elle répond avant mes questions. Bon, alors du coup, si alors déjà, y a-t-il déjà une inégalité entre l'école publique et l'école privée? Bon, on sait que tu es professeur dans le privé à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a eu récemment une guerre de chefs pour un chef. Hein, tu vois où je veux en venir? Parle-nous-en. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maire sortant n'en voulait pas. Vous le souhaitiez pour Thierry Marx, parce que c'était une école d'insertion. On peut le dire, ça? Oui, tout à fait. Je te laisse la parole. Alors, 2 choses. Oui. Le privé, le public.
le parc scolaire, nous avons beaucoup d'élèves et donc du coup nous devons laisser, nous sommes dans un pays libre et il faut que les gens puissent inscrire leurs enfants dans le public, dans le privé et du coup pouvoir, voilà. Et je crois que cette vision éducative, elle est portée et par le public et par le privé. Voilà. Et l'un n'est pas concurrent avec l'autre et donc du coup au contraire, on doit porter voilà, ces valeurs de la mixité, on le sait bien, elles sont dans le public, il faut aussi que le privé puisse porter aussi ces valeurs de mixité et surtout de réussite éducative. La formation, l'insertion. Donc du coup, je suis passée et j'ai porté donc ces valeurs éducatives et je suis arrivée à la rénovation urbaine et puis surtout politique de la ville, cette cohésion sociale. On le sait bien, on a une rénovation urbaine où l'État nous donne une grosse somme, 140 millions, et nous devons rénover nos quartiers. Par contre, si le nerf de la guerre, l'essentiel, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'insertion. Et donc, il ne peut pas y avoir de rénovation urbaine si nous ne travaillons pas sur ce pôle. Et donc, il y a des jeunes qui ont la chance d'avoir un diplôme. Et quand bien même, quand vous avez un diplôme, vous n'arrivez pas forcément à trouver un travail. Nous sommes dans un département le plus impacté au chômage, 5e département plus impacté au chômage. Et il y a des jeunes qui sont sortis du circuit scolaire et qui n'ont pas de diplôme. Il y a des formations qui existent. Pour tout vous dire, cette formation, je suis dans un club de rénovation urbaine à Paris et j'ai vu des maires de banlieue qui mettaient en place des choses qui réussissaient. Et je me suis dit, waouh, l'école Thierry Marx, l'école cuisine mode d'emploi, ça existe sur plein de territoires. Pourquoi ça ne pourrait pas exister chez nous? Donc, j'ai retroussé mes manches, j'ai essayé d'avoir un contact, j'ai fini par avoir un contact. Ça a été compliqué d'avoir un rendez-vous parce que bien évidemment, voilà, c'est compliqué. Vous arrivez de province, vous voulez accéder à quelque chose, voilà, qui existe et qui est implanté à Paris. Et puis, au bout de quelques appels, j'ai rencontré Philippe Carion. Et là, Philippe Carion m'a dit tout de suite, non, nous n'avons pas le projet de monter une nouvelle école. Il y a 13 écoles en France. Donc, du coup, on a voilà, discuté, on a vu quel était le projet, comment fonctionnait la formation. Et je lui ai dit vraiment, il faut que vous veniez à Nîmes. Elle a dit, écoutez, envoyez-moi le cahier des charges, je vais un petit peu regarder et on verra. Et puis, ça a été une rencontre. Et donc, on a conversé, on s'est beaucoup appelé, je suis retournée le voir une seconde fois, on lui a proposé une brasserie. Alors, au début, bien sûr, cette brasserie, il devait y avoir un autre projet de coworking, mais après, bien évidemment, quand je suis allée voir Yvan Lachaud et que je lui ai proposé cette formation, ben, c'est comme dans la vie. Vous avez un projet, vous vous dites, ah ben tiens, ce projet, je pourrais le déplacer, faire le coworking ailleurs et mettre l'école cuisine mode d'emploi ici. Philippe Carion est venu, je l'ai, avant même de lui proposer ce lieu, nous avons fait le tour ensemble des quartiers et puis du centre-ville. Je voulais vraiment qu'ils prennent conscience de notre beau centre-ville, la richesse de notre centre-ville et puis la rupture avec ce que nous vivons dans les quartiers. Et il m'a dit, je viens. Bien évidemment, il fallait le porter au conseil communautaire. La ville s'y est opposée avec force, disant qu'il ne croyait pas en ce projet, que ce lieu au centre-ville, il ne souhaitait pas que des chômeurs et des gens des quartiers viennent se réinsérer. Il faut savoir que 95% des gens trouvent du travail. Philippe Carion, voilà, le vote voilà, il n'y a pas eu de vote, hein, puisque le maire s'est opposé, la décision a été prise. Et puis Philippe Carion est revenu pour mettre les points sur les i, et ça je le remercie. Il a vu Franck Proust, il m'a demandé de convoquer le maire. Le maire n'est pas venu, c'est Franck Proust. Et Philippe Carion a expliqué le projet. Donc bien évidemment,
on a vu venir les choses en disant on va récupérer le dossier. Donc il y a des gens voilà, qui travaillent voilà, c'est un projet que nous avons porté et Philippe Carion a été bien clair et a dit voilà, pour moi c'est le projet, c'était sortir les gens avec la ligne T2, pouvoir s'installer au centre-ville dans ce lieu, c'est ce projet-là. Donc voilà, c'est un projet que nous continuons à porter et je peux vous assurer que si nous sommes élus, en avril, l'école s'installera là où elle était prévue. Parfait. Donc alors, nous allons faire très vite 3 dernières questions parce que tu parles beaucoup, oui. Tu argumentes. Mais ça, je le savais avant de te recevoir. Bon alors, concernant la sécurité et la vidéosurveillance, Nîmes est largement pourvu de vidéosurveillance, non? Oui, tout à fait. Le travail qu'a fait en collaboration avec Michel Artib. Donc, tout à fait. Il n'y a rien à développer là-dessus. Alors, donc, c'est Mounir Ben Slima qui va s'occuper, effectivement, vous savez que notre bon, je vais essayer de ne pas être trop longue. Pas trop longue, parce que là, on déborde. Donc voilà, nous le savons, la sécurité est quelque chose d'important. Il faut développer les caméras, il faut plus de présence policière. Nous allons employer 100 policiers de plus qui sont budgétisés. Et donc, il y a cette présence que les habitants nous demandent et qui doit se déployer sur tous les quartiers avec effectivement des caméras. Il faut aller encore plus loin aussi sur cette vidéo. Et donc, cette présence est indispensable parce que on nous parle effectivement de ce manque de présence de police. Donc, du coup, on sait bien, il y a des enfants, par exemple, qui ont caillassé les bus. On sait que ce sont des enfants. Il n'y a pas de policiers. On peut tourner en rond tant que la police n'est pas là. Mais par contre, moi, je veux dire, effectivement, sans la police, il faut de la répression, mais il faut aussi de l'éducation et de l'accompagnement. Ma dernière question. Yvan Lachaud souhaite également la réouverture du centre éducatif fermé à Nîmes et la mise en place d'un conseil des droits et des devoirs des familles. Et là, ça, c'est une chose importante. C'est très important parce que voilà, on a des jeunes qui sont délivrés, voilà, qui sont dans la rue, qui ne font rien. Et c'est terrible, des enfants de 12 ans qui caillassent des bus. On sait bien que voilà, c'est dramatique pour la population parce que les gens sont aux abois, parce que les gens sont impactés. Ça crée un climat de violence. En même temps, ces enfants ne prennent pas la mesure de leur acte et du coup, voilà, mettent en péril même leur avenir. Et donc, il y a ce travail de parentalité et à un moment donné, la sanction. Et donc, du coup, il doit y avoir une sanction pour qu'une société puisse aller aussi de l'avant. Il doit y avoir ce droit des devoirs et des familles. Donc voilà, ce centre fermé, c'est aussi pouvoir accompagner ces enfants qui ont à un moment donné, voilà, sont au bord de la route et donc du coup doivent être voilà, accompagnés pour être sur le droit chemin. Mais il y a aussi tout le travail qui doit être fait autour des associations sur l'accompagnement. Cette émission se termine tout simplement. Nous allons te demander si tu souhaites dire un mot à toutes les personnes qui nous regardent. Permets-moi déjà de te remercier d'être venu dans l'émission. Merci à toi. Merci à Benjamin, merci à France, merci à Michel également. Une pensée pour notre maquilleuse, Amélie, qui est un petit peu souffrante, mais nous la retrouverons très rapidement. Bonjour aux cousins également du Québec, du Canada. Et puis nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Et puis surtout, restez-nous fidèles. Bye bye. Je t'en prie. Merci à toute l'équipe, merci à toi. Bon, voilà, je veux juste, à la veille des élections municipales, je sais que la confiance, on le voit, est importante, mais par contre, c'est le moment de prendre les choses en main. Voter, c'est un avenir pour 6 ans. Le vote municipal est un vote qui impacte la vie de tous les jours. Dans ce que nous voulons porter, dans notre vie économique, dans notre développement pour les étudiants, pour la vie sociale et pour surtout une ville apaisée et une ville fraternelle. Allez voter, allez voter. Merci, ce sera le mot de la fin. Nous attendons le dessin de Michel Monteil, donc on le verra tout à l'heure. Merci encore une fois à toutes et merci à tous et à très bientôt. Bye bye.
Alors, Michel. Voilà Valérie, votre dessin. La pleurnicheuse, luttons sans relâche contre la violence faite aux femmes. Balance ton fourni. C'est un beau message. Alors ça, c'est juste, voilà, bon, la pleurnicheuse, je crois que ça va me rester, mais par contre, je crois que le message, c'est que c'est moi qui me moque un petit peu de Jean-Paul Fournier. Oui, un petit peu. Luttons vraiment pour que les femmes ne soient plus insultées comme ça et mouvementées de cette sorte. Voilà. Merci en tout cas. Merci. C'est un message énorme. Plaisir était pour moi. Merci.